Plus de 317 000 soldats allemands ont été détenus comme prisonniers de guerre en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, selon les archives militaires. Exactement. 2222 tentatives d'évasion. Pas un seul n'a réussi à rester libre. Cela révèle quelque chose de troublant sur la psychologie humaine. La prison la plus efficace n'a pas de mur. Les chiffres n'ont aucun sens. Moins d'une personne a tenté de s'évader, un taux inférieur à celui des prisons civiles américaines et à toute population captive de l'histoire militaire moderne. Il s'agissait de soldats entraînés détenus dans des camps ruraux avec une sécurité minimale, des clôtures simples, des failles dans les horaires de patrouille, visibles pour quiconque prêtait attention. Les calculs pour s'évader étaient évidents et simples. Pourtant, mois après mois, année après année, ils restaient en. Les gardes ont signalé quelque chose d'encore plus étrange. De nombreux prisonniers qui s'étaient évadés et avaient passé plusieurs jours en liberté se rendaient dans d'eux-mêmes. Ils se rendaient dans les postes de police, ils allaient aller voir les agriculteurs et demandaient à être ramenés au camp. Un évadé a parcouru 320 kilomètres avant de frapper à la porte d'un shérif et de se rendre. Lorsque les interrogateurs demandaient « Bon, et pourquoi ?», la réponse la plus courante était toujours la même. « Je n'avais nulle part où aller. » Cette réponse est un mensonge. Ils avaient l'Allemagne, leur patrie, leur famille, tout ce qui définit un foyer. Le Mexique se trouvait à 130 miles de certains camps, plus proche que beaucoup de prisonniers ne le pensaient, non. Il existait des pays neutres. La guerre s'est terminée en mai 1945, ce qui les rendait éligibles au rapatriement selon toutes les mesures logiques. Ils avaient un endroit où aller, ils ont choisi de ne pas y aller. Quelque chose retenait ces hommes captifs qui n'avaient rien à voir avec des clôtures ou des gardes, quelque chose de psychologique, quelque chose qui rendait le retour chez eux plus terrifiant que de rester en territoire ennemi. Les responsables militaires américains ont découvert que l'abondance et la vérité contiennent mieux les soldats ennemis que tout système de sécurité existant. Ils n'ont pas seulement capturé des corps, ils ont capturé des esprits, et une fois qu'un esprit est vraiment capturé, il ne peut jamais vraiment s'échapper. Tout commence avec la plus grande reddition massive de l'histoire militaire. Un moment qui aurait dû n'être qu'une note de bas de page, mais qui est devenu la première fissure dans quelque chose de bien plus grand. Avril 1945, la poche de la Ruhr. Le maréchal Walter Model commandait plus de 430 000 hommes, la dernière grande force de la Wehrmacht sur le front occidental. Le cœur industriel de l'Allemagne, coincé entre les armées alliées en progression. Les ordres d'Hitler étaient explicites et non négociables. Tenir à tout prix, se battre jusqu'au dernier homme, faire payer chaque kilomètre aux Alliés dans le sang. Model avait les forces, il avait le terrain défensif, il avait tous les avantages tactiques pour créer ce type de combat brutal et épuisant qui pouvait retarder la victoire alliée de plusieurs mois. 3 semaines plus tard, 317 000 de ces soldats avaient simplement cessé de se battre, sans avoir été vaincus au combat, ni encerclés et forcés de se rendre. Ils se sont arrêtés, ils ont déposé les armes et se sont dirigés vers les positions américaines, comme des hommes qui avaient pris une décision dépassant les ordres militaires, la loyauté nationale ou l'instinct de survie. Les officiers américains n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils voyaient. Le capitaine James Anderson de la 3e division blindée l'a écrit dans son rapport après action. Ils s'approchaient par groupes, allant de 50 à plus de 200 hommes. La plupart ne portaient pas d'armes. Certains brandissaient des drapeaux blancs improvisés, d'autres avançaient simplement les mains levées. Lorsque nous leur avons demandé de s'arrêter et de s'identifier, beaucoup semblaient déconcertés par la question, comme si la réponse était évidente. C'était fini pour eux, ils étaient venus se rendre. Que fallait-il dire de plus ? Les chiffres racontent une histoire que les stratèges militaires des deux camps avaient du mal à expliquer à l'époque, et qu'ils débattent encore aujourd'hui. Au 18 avril, 317 000 soldats allemands étaient prisonniers de guerre. Combat. Les morts s'élevaient à environ 10 000 pour chaque soldat allemand tué dans la poche brute. 31 se sont rendus. La guerre moderne ne produit pas de tels ratios.
Même les défaites écrasantes génèrent des chiffres différents. La bataille de Stalingrad, l'une des pertes allemandes les plus catastrophiques de la guerre, a produit un prisonnier pour 2 soldats tués. La poche brute a complètement inversé cela. Ce n'était pas une défaite militaire au sens conventionnel, c'était autre chose, un effondrement idéologique massif, un abandon collectif de la cause. Le moment visible et mesurable où une armée cesse de croire en ce pourquoi elle se bat et décide que survivre, même en tant que prisonnier, est préférable à un jour de service supplémentaire. Le maréchal Model comprenait ce que signifiait la reddition de son armée. Le 21 avril, il est entré dans la forêt près de Duisbourg et s'est tiré une balle. Ces derniers mots enregistrés à son état-major, un maréchal ne devient pas prisonnier. Lorsque Paulus s'est rendu à Stalingrad, il a été rayé de la liste. Je ne veux pas que mon nom y figure, soit aussi déshonoré. Les soldats sous son commandement avaient déjà fait un autre calcul concernant l'honneur, le devoir et la valeur de continuer à se battre pour un régime qui s'effondrait autour d'eux. En quelques jours, la logistique militaire américaine s'est mise en marche avec l'efficacité qui avait caractérisé l'ensemble de l'effort de guerre allié. Le problème était d'une ampleur sans précédent, plus de 300 000 prisonniers qu'il fallait transporter, loger, nourrir et garder. La solution fut la capacité industrielle américaine, fonctionnant à son apogée. Liberté. Les navires qui avaient transporté des troupes et des fournitures vers l'Europe traversaient maintenant l'Atlantique en sens inverse. En tant que transport de prisonniers, transportant jusqu'à 30 000 prisonniers allemands par mois vers les ports américains, la traversée durait 2 semaines. Les prisonniers étaient embarqués en silence, beaucoup portant encore l'uniforme de la Wehrmacht, gardant toujours sur eux les photos et les lettres qu'ils avaient d'enfants dans leurs poches. Lorsqu'ils se sont rendus, ils s'attendaient à un traitement sévère, à des interrogatoires, à des camps de travail, voire à une exécution pour les membres de la SS. Ce qu'ils ont reçu à la place, ce furent des rations de repas régulières qui dépassaient ce que beaucoup avaient mangé pendant des mois de service militaire actif. Certains prisonniers ont pris du poids pendant le voyage, leur corps réagissant à une alimentation régulière. Après des années de pénurie due à la guerre, Hans Schmidt, un ancien instituteur de Munich, a tenu un journal pendant la traversée. Des décennies plus tard, des chercheurs ont retrouvé son récit dans les archives d'une université où sa famille avait fait don de ces documents. Une entrée de mai 1945 dit « Aujourd'hui ». Ils nous ont servi de la soupe avec de la vraie viande, du pain qui n'était pas moisi, du café, du vrai café, pas la saleté d'Ursatz que nous buvions depuis 2 ans. Les gardes américains ne nous traitent ni avec cruauté, ni avec une gentillesse particulière. Ils nous traitent comme un problème logistique à résoudre efficacement. Cette compétence désinvolte est d'une certaine manière plus déconcertante que ne le serait l'hostilité. Ces gens ne sont pas en difficulté. Cette guerre ne les a pas brisés. Qu'est-ce que cela signifie pour tout ce qu'on nous a dit ? Les navires ont accosté à New York et à Norfolk, en Virginie. Les prisonniers ont été transférés dans des trains, de véritables wagons Pullman avec des sièges rembourrés, le même moyen de transport que celui utilisé par les civils américains pour traverser le pays. Les soldats allemands étaient assis près des fenêtres et regardaient en défilé l'Amérique, des villes complètement intactes, sans aucun dégât de bombes, des immeubles debout avec toutes leurs fenêtres, des lampadaires, des voitures en état de marche circulant sur des routes entretenues, des fermes débordant de récoltes, des usines tournant à plein régime, des cheminées pointant vers un ciel dégagé. Aucun signe de la dévastation dont on avait dit aux prisonniers qu'elle paralysait l'économie américaine. La dissonance cognitive fut immédiate et profonde. On avait dit cela à ces hommes. On leur avait dit que l'Amérique était sur le point de s'effondrer, que les U-boots bloquaient l'approvisionnement et que les Américains mouraient de faim et voulaient pour la fin de la guerre. Les preuves qui défilaient devant les fenêtres de leur train contredisaient chaque morceau de propagande qu'on leur avait servi. Si la propagande s'était trompée ici, sur quoi d'autre avait-on menti ? Les prisonniers ont été répartis dans 511 camps à travers 45 États. Les camps eux-mêmes ont été construits rapidement,
des baraquements en bois entourés d'une seule clôture, des miradors au coin, un espace ouvert entre les bâtiments où les prisonniers pouvaient se promener librement pendant la journée. La sécurité était minimale par nécessité. L'Amérique n'avait pas assez de gardiens. La plupart des hommes valides étaient à l'étranger. Les camps étaient gardés par des soldats jugés inaptes au combat, des hommes de plus de 40 ans ou ceux ayant des blessures ou des problèmes de santé. Les hommes classés 4F pouvaient en servir, mais pas en première ligne. Le ratio était d'environ un garde pour 10 prisonniers, parfois moins. Les prisonniers allemands remarquèrent immédiatement qu'ils pouvaient voir les failles dans les horaires de patrouille, les angles morts dans la ligne de vue des miradors, les moments où les portails étaient complètement sans surveillance. S'évader ne nécessiterait qu'une planification minimale et une condition physique modérée. S'éclipser pendant une corvée, couper la clôture la nuit, attendre les changements de service et simplement sortir par la porte principale. Les occasions étaient assez constantes et évidentes. À l'été 1945, alors que la guerre en Europe était officiellement terminée et que le Japon combattait encore dans le Pacifique, l'Amérique détenait 425 000 prisonniers de guerre allemands et le coût quotidien de leur hébergement approchait 1 million. La Convention de Genève exigeait un traitement humain, une alimentation adéquate, des soins médicaux et la possibilité de travailler contre rémunération. L'armée américaine est allée beaucoup plus loin, mettant en place ce que certains officiers appelaient en privé une rééducation stratégique par l'abondance. La stratégie était délibérée et reposait sur des principes de guerre psychologique qui étaient développés en temps réel. Si vous voulez briser l'idéologie d'un ennemi, ne le torturez pas, ne le faites pas mourir de faim, ne validez pas sa propagande sur votre brutalité, montrez-lui plutôt des preuves accablantes que tout ce qu'il croyait était faux. Montrez-leur que leur ennemi est plus fort, plus riche, plus humain et plus prospère qu'on ne le leur avait dit. Faites-leur remettre en question non seulement la guerre, mais tout le système d'idées qui a justifié la guerre. Puis vint le chiffre qui intrigue encore les historiens militaires et les psychologues étudiant le comportement des prisonniers. Entre 1943 et 1946, les prisonniers de guerre allemands ont tenté de s'évader des camps américains exactement 2022 fois, sur 425 000 prisonniers détenus pendant 3 ans dans des centaines de camps avec une sécurité minimale, seuls 2022 ont même essayé. Le pourcentage est si faible qu'on pourrait croire à une erreur dans les registres, mais ce n'est pas le cas. Le bureau du prévôt général tenait une documentation obsessionnelle. Chaque tentative d'évasion était consignée, date, heure, méthode utilisée, lieu de la recapture, motivation déclarée lors de l'interrogatoire. En lisant ces dossiers, des décennies plus tard, les chercheurs ont découvert des schémas qui en disaient plus sur la psychologie humaine sous stress idéologique que sur les procédures de sécurité militaire. La plupart des tentatives d'évasion avaient lieu au cours des 3 premiers mois de captivité, les prisonniers croyant encore qu'il était possible ou souhaitable de retourner en Allemagne. Après 90 jours, les tentatives d'évasion chutaient de façon spectaculaire. Les gardiens ont signalé que des prisonniers ayant planifié des évasions et observés en train de calculer des distances et tracer des itinéraires s'arrêtaient soudainement. Ils se sont installés dans les routines du camp, ils ont demandé des livres aux bibliothèques du camp, ils ont commencé à apprendre l'anglais, ils se sont inscrits aux cours éducatifs qui étaient proposés. Le taux de recapture racontait une histoire encore plus troublante. Sur les 2000. Malgré les tentatives d'évasion, la majorité des prisonniers se l'étaient à retrouver sous 24 heures. Le temps médian en cavale était sous 18 heures. Quelques-uns ont tenu plusieurs jours, exactement. Un a tenu 40 ans. Mais son histoire vient plus tard, et pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la guerre. Voici ce qui préoccupait les analystes du renseignement militaire lors de l'examen de ces dossiers. De nombreux évadés ont été repris parce qu'ils se sont rendus volontairement, a écrit le lieutenant-colonel William Harrison, qui supervisait la sécurité des camps de prisonniers de guerre dans la région sud-ouest, dans un rapport de 1946
Ce schéma est devenu suffisamment régulier pour mériter une analyse. Un prisonnier s'évade généralement en s'éloignant d'une corvée de travail ou en coupant à travers la clôture. La nuit, il parcourt entre 16 et 80 kilomètres, puis il s'approche d'un civil, d'un fermier, d'un shérif, ou parfois simplement de quelqu'un à un coin de rue, et demande à être ramené au camp. Lorsque nous les interrogeons, ils déclarent qu'ils ne savaient non pas où aller. Mais cette explication est clairement insuffisante. Ils parlent assez anglais pour demander à manger ou des directions. Ils auraient pu continuer. Ils ont choisi de ne pas le faire. Les évasions célèbres illustrent le mieux ce schéma. Le 23 décembre 1944, 25 prisonniers de guerre allemands se sont évadés du camp de Papago Park en Arizona en rampant dans un tunnel de 54 mètres qu'ils avaient passé des mois à creuser. Ce fut la plus grande évasion de prisonniers de l'Axe sur le sol américain. Le tunnel, sophistiqué, était renforcé avec des matériaux volés au camp, ventilés par des tuyaux faits avec des boîtes de conserve et éclairés de bougies. La planification a pris des mois. L'exécution fut sans faille. Ils sont sortis un par un en rampant pendant plusieurs heures, tandis que les gardes effectuaient en des patrouilles de routine qui passaient à quelques mètres seulement de la sortie du tunnel. Ce n'étaient pas des soldats classiques. Le camp de Papago Park abritait principalement des officiers de la Kriegsmarine et des membres d'équipage de sous-marins. Des hommes ayant une formation en navigation, des compétences de survie et la discipline nécessaire pour une planification à long terme. Ils avaient des cartes, ils avaient des provisions, ils avaient une destination. La frontière mexicaine, à 210 km au sud, une fois au Mexique. Théoriquement, ils pouvaient en se rendre dans un pays neutre et finalement retourner en Allemagne. En 6 semaines, les 25 ont tous été repris. Aucun n'a parcouru plus de 320 km. Les 3 derniers ont été retrouvés marchant le long d'une autoroute près de Phoenix, fatigués et affamés, sans faire d'efforts pour se cacher ou s'enfuir. La recherche, dont ils savaient qu'elle était en cours lorsque les agents du FBI les ont arrêtés et leur ont demandé pourquoi ils n'avaient pas fait plus d'efforts pour rester libres, a déclaré le capitaine de sous-marin Jürgen Wottenberg. Ce point est mentionné dans plusieurs rapports de renseignement sans jamais être pleinement expliqué. Où retournerions-nous? Quoi? Cette expression « retourner à quoi » est devenue un thème récurrent dans les rapports d'interrogatoire. Les prisonniers ne demandaient pas où ils iraient physiquement. Ils comprenaient la géographie, ils posaient une question plus profonde sur le sens, sur le fait de savoir si l'endroit d'où ils venaient existait encore, sous une forme qui rendrait le retour intéressant. L'Allemagne était en train d'être détruite, les villes étaient réduites en ruines, le gouvernement nazi s'était effondré, le pays était en train d'être divisé en zones d'occupation contrôlées par des puissances étrangères. Les soviétiques imposaient déjà des conditions brutales dans les territoires de l'Est. Mais la question allait plus loin que les préoccupations pratiques concernant les conditions d'après-guerre. Il se passait quelque chose chez ces hommes, sur le plan psychologique, qui dépassait leurs circonstances matérielles. Les responsables des camps américains l'ont remarqué dans des comportements qui n'avaient aucun précédent lors des guerres précédentes. Des prisonniers demandaient 100 000 plus de livres, d'autres réclamaient pour eux des journaux pour pouvoir lire ce qui se passait en Allemagne, et un grand nombre d'entre eux s'inscrivaient massivement aux programmes éducatifs que l'armée commençait à proposer. Le camp Concordia, au Kansas, est devenu le modèle de ce que les responsables américains tentaient d'accomplir. Plus de 4000 prisonniers de guerre allemands y étaient hébergés, dans un complexe dont la construction avait coûté près de 2 millions de dollars. Le camp comprenait 304 bâtiments, un hôpital de 177 lits, des entrepôts, un club d'officiers, des baraquements, des réfectoires, des installations administratives et même un service d'incendie. Mais le véritable investissement était invisible depuis les Miradors. Le camp proposait environ 300 cours dispensés par des instructeurs germanophones grâce à l'Université du Kansas. Ingénierie, théologie, histoire, géographie, gouvernement, médecine, 12 langues différentes, arts et sciences, ainsi que des matières professionnelles. Le programme était approuvé à la fois par l'armée américaine et, chose remarquable, par le ministère de l'Éducation du Reich allemand. 15 universités allemandes et autrichiennes ont accepté de reconnaître les cours validés.
Les prisonniers pouvaient obtenir de véritables crédits universitaires tout en étant détenus comme prisonniers de guerre en territoire ennemi. La bibliothèque du camp Concordia est devenue quelque chose de plus important qu'une simple collection de livres. Elle contenait des ouvrages interdits en Allemagne nazie, de la philosophie politique qui contredisait l'idéologie d'État, des livres d'histoire écrits par des auteurs dont les noms avaient été effacés des programmes allemands, des articles scientifiques qui remettaient en cause les théories officiellement approuvées. Pour de nombreux prisonniers, c'était la première fois qu'ils étaient exposés à des idées que leur gouvernement jugeait trop dangereuses pour être autorisées. Les lettres que les prisonniers écrivaient à la maison commencèrent à changer. Les censeurs du camp lisaient donc chaque courrier, confisquant tout ce qui enfreignait les restrictions de contenu. Ils commencèrent à conserver certaines lettres, non pas parce qu'elles contenaient des renseignements militaires, mais parce qu'elles révélaient encore la transformation psychologique qui se produisait à l'intérieur des camps. Une lettre de août 1944. J'ai lu des livres. Ils ne nous laissent jamais regarder. L'histoire qu'on nous enseignait était incomplète. Parfois, elle était tout simplement fausse. Je ne sais plus quoi croire. Une autre lettre d'octobre 1944. Tout ce qu'on nous a dit sur l'Amérique était un mensonge. Ces gens ne sont pas faibles, ils ne meurent pas de faim, ils ne sont pas près de s'effondrer. On nous a menti sur tout. S'ils ont menti à ce sujet, sur quoi d'autre ont-ils menti ? Au début de 1945, alors que la guerre en Europe entrait dans ses derniers mois et que l'ampleur des atrocités nazies commençait à être découverte, les responsables militaires américains prirent une décision qui allait changer à jamais le destin de milliers de prisonniers allemands. Ils allaient leur montrer pourquoi ils s'étaient à beau débattus, ils allaient un peu les forcer à affronter la réalité du régime qu'ils avaient bien servi. Ils allaient en rendre impossible pour ces hommes de retourner en Allemagne en conservant les mêmes convictions qu'ils avaient apportées en captivité. Les salles de projection étaient en cours de préparation, les séquences étaient en train d'être assemblées. Et dans les camps à travers l'Amérique, les prisonniers allemands allaient devoir quelque chose qui rendrait toute évasion psychologiquement impossible. Non à cause des gardes ou des clôtures, mais à cause de ce qu'ils allaient découvrir sur eux-mêmes et ce qu'ils avaient toléré. La véritable prison allait être construite, et elle n'aurait pas de mur. Mi-1945, les responsables militaires américains ont pris une décision qui a durablement changé la psychologie de milliers de prisonniers allemands. Ils allaient les forcer à regarder des images des camps de concentration. La politique portait un nom clinique, confrontation obligatoire, mais son objectif était brutalement simple, leur faire voir ce qu'ils avaient tant défendu. Les images provenaient des caméramens du Signal Corps qui avaient suivi les troupes alliées à Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen et Ohrdruf. Le général Eisenhower avait exigé le filmage complet des camps. Comprenant que les générations futures pourraient ne pas croire ce qui s'était passé sans preuve visuelle. Les caméramens ont tout documenté. Les chambres à gaz, les crématoriums, les fosses communes, les survivants squelettiques, les piles de cadavres empilées comme du bois de chauffage. Les autorités américaines ont compilé ces images dans plusieurs films documentaires. Le film le plus largement diffusé aux prisonniers de guerre était un documentaire de 20 minutes qui comprenait des scènes de plusieurs camps. Aucune narration n'adoucissait ce qui apparaissait à l'écran. Les images parlaient d'elles-mêmes, des corps poussés au bulldozer dans des fosses, des survivants si émaciés que leurs os transperçaient leur peau, des enfants fixant la caméra avec des yeux qui avaient vu des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Les projections ont débuté dans les camps de prisonniers de guerre américains en juin et juillet 1945. La présence était exigée. Les gardes escortaient l'ensemble des prisonniers dans les réfectoires ou les théâtres transformés en salles de projection. Les lumières s'éteignaient, les projecteurs s'allumaient. Pendant 20 minutes, les prisonniers de guerre allemands regardaient ce que leur pays avait fait. Des psychologues militaires observaient ces projections et notaient les réactions. Leurs rapports, conservés dans les archives nationales, décrivent une gamme de réactions qui révèlent quelque chose de profond sur la psychologie humaine face à une dissonance cognitive extrême. Certains prisonniers pleuraient ouvertement, d'autres restaient figés,
le visage vide, incapable de comprendre ce qu'ils voyaient. Quelques-uns sont tombés physiquement malades, vomissant ou hyperventilant. Beaucoup refusaient tracés de croire que les images étaient des réels, affirmant qu'il devait s'agir de scènes mises en scène pour les démoraliser. Un commandant de camp en Oklahoma a rapporté qu'après la projection, 3 prisonniers ont demandé à être placés à l'isolement plutôt que d'affronter leurs camarades prisonniers de guerre. Un autre commandant a signalé que plusieurs prisonniers sont restés assis, immobiles, dans le théâtre plus d'une heure. Après la fin du film fixant l'écran vide, les gardes ont dû les raccompagner physiquement jusqu'au baraquement. La rupture psychologique a été instantanée et mesurable. Des prisonniers qui avaient maintenu une discipline militaire rigide ont soudainement cessé de saluer les officiers, des hommes qui avaient taille défendu l'idéologie nazie. Dans le camp, les débats se sont tus. D'autres sont devenus hostiles non pas envers leurs geôliers, mais les uns envers les autres, accusant leurs camarades prisonniers d'avoir su, d'avoir participé, d'avoir détourné le regard. Les censeurs du camp ont signalé un changement radical dans le contenu des lettres après les projections. Les lettres confisquées auparavant enfreignaient les règles en évoquant les conditions du camp ou des informations militaires. Désormais, ils confisquaient les lettres pour d'autres raisons. Des prisonniers écrivaient des choses trop perturbantes psychologiquement pour être autorisés à travers des lettres décrivant des cauchemars, des lettres exprimant des pensées suicidaires. Des lettres qui répétaient d'un point simplement les mêmes phrases encore et encore, comme si l'esprit de l'auteur s'était brisé et était bloqué dans une boucle. Une lettre confisquée à un prisonnier du camp Concordia au début du mois d'août 1945 contenait une seule phrase, écrite 47 fois, Ich kann nicht nach Hause gehen. Je ne peux pas rentrer chez moi. Le nom de l'auteur a été caviardé sur la copie archivée. La lettre n'a jamais été remise. Les psychologues du camp ont noté ce cas comme un exemple de traumatisme psychologique aigu, recommandant que le prisonnier soit surveillé pour éviter tout risque d'automutilation. Les forces britanniques ont effectué des contrôles similaires dans les camps de prisonniers de guerre qu'elles géraient au Moyen-Orient et en Angleterre. Leur rapport reflète les conclusions américaines, avec une remarque en plus. Les interrogateurs britanniques ont documenté que de nombreux prisonniers allemands, lorsqu'on leur montrait des images des camps de concentration, exprimaient leur choc, non pas face aux atrocités elles-mêmes, mais d'y être confrontés. La distinction est subtile mais significative. Cela suggère que, pour certains prisonniers, l'existence des camps n'était pas une nouveauté. Ce qui était nouveau, c'était d'être forcé de regarder directement les conséquences. Des décennies plus tard, un document fascinant a réémergé dans les archives du renseignement britannique. Il s'agissait d'une compilation d'extraits de lettres de prisonniers de guerre écrites dans la première semaine après la projection des images des camps, traduites de l'allemand. Un passage se démarque. Nous avons entendu des rumeurs pendant la guerre, nous avons entendu des chuchotements, nous nous sommes dit qu'il s'agissait d'exagération, de la propagande ennemie destinée à affaiblir notre détermination. Maintenant j'ai vu, maintenant je sais et je ne peux plus l'ignorer. Cela change tout. Cette phrase apparaît dans plusieurs lettres. en Q2. Cela change tout ce que les projections ont accompli, ce que des mois de captivité et de rééducation n'ont pu accomplir. Ils ont rompu le lien psychologique entre les prisonniers et la cause pour laquelle ils s'étaient débattus. On peut emprisonner le corps d'un homme alors que son esprit reste fidèle à son pays, à son idéologie, à ses camarades, mais montrez-lui une preuve indéniable que sa cause était fondamentalement mauvaise. Et quelque chose se brise, qui ne peut pas être réparé. Les responsables américains savaient tant que les interrogatoires violaient une zone grise de la Convention de Genève. L'article 7 interdisait de soumettre les prisonniers à un traitement désagréable ou désavantageux de quelque nature que ce soit. Forcer les prisonniers à regarder des images d'atrocités commises par leur propre gouvernement constituait une forme de traitement désagréable. Les avocats militaires ont défendu les deux points de vue. Finalement, les projections ont continué parce que les commandants américains estimaient décemment que l'impératif moral l'emportait sur les subtilités juridiques. Ces hommes finiraient par rentrer en Allemagne. Il valait mieux qu'ils rentrent en comprenant ce dont ils avaient en fait partie, plutôt que de repartir en croyant encore à la propagande nazie.
La division des projets zoospéciaux supervisait le programme de rééducation, incluant les projections. C'était une opération classifiée menée par des professeurs d'université recrutés par le renseignement militaire. Ils savaient qu'ils menaient une guerre psychologique, mais ils la justifiaient comme nécessaire pour prévenir de futurs conflits. Si l'Allemagne devait être reconstruite en tant que démocratie, elle avait besoin de citoyens qui comprenaient en tête ce qu'avait produit l'autoritarisme. Ces prisonniers de guerre allaient devenir ses citoyens. La division publiait un journal appelé Der Ruf, édité par des prisonniers allemands coopératifs qui avaient dénoncé l'idéologie nazie. Le journal publiait des articles sur le gouvernement démocratique, la liberté de la presse et l'état de droit. Il publiait également des témoignages de survivants des camps de concentration. Au début, de nombreux prisonniers rejetèrent le journal comme étant de la propagande. Après les projections, la diffusion a augmenté et les prisonniers ont réclamé les anciens numéros. Ils voulaient de relire les témoignages des survivants pour recouper ce qu'ils avaient vu à l'écran avec les récits écrits. Le programme de rééducation du camp Concordia a atteint un taux de participation de 88% à l'été 1945, le plus élevé de tous les camps de prisonniers de guerre. Plus de 100 prisonniers nazis endurcis ont dû être transférés au camp Alva, en Oklahoma, une installation de ségrégation pour les prisonniers jugés trop dangereux ou trop fanatiques pour être mélangés à la population générale. Mais même à Alva, les contrôles ont eu un effet. Les gardiens ont signalé qu'après avoir vu des images des camps de concentration, plusieurs prisonniers responsables de la résistance nazie dans la hiérarchie du camp ont soudainement arrêté. Ils se sont retirés de la politique du camp. Ils ont cessé de faire respecter la discipline du parti. Certains ont demandé à être transférés dans des camps ordinaires, affirmant qu'ils ne s'identifiaient plus à l'idéologie nazie. Cela a posé un problème inattendu aux responsables américains. Que fait-on des prisonniers qui ont été psychologiquement brisés? Des hommes qui ne peuvent plus fonctionner au sein de la hiérarchie militaire dont ils sont issus, mais qui ne peuvent pas non plus s'intégrer dans la société normale. À cause de ce qu'ils savent désormais sur eux-mêmes, la solution a été improvisée. Les garder au travail, les occuper, les distraire, laisser le travail physique occuper leurs mains pendant que leur esprit traitait l'intraitable. Des milliers de prisonniers de guerre allemands ont travaillé dans des fermes américaines pendant cette période. La pénurie de main-d'œuvre due à l'effort de guerre était sévère. Les agriculteurs pouvaient louer la main-d'œuvre des prisonniers à l'armée, payant le gouvernement qui versait ensuite aux détenus un salaire minimum de 80 cents par jour. Les gardes transportèrent les équipes de travail vers les fermes chaque matin et les ramenaient au camp chaque soir. Mais après les projections, les gardes ont remarqué des changements de comportement. Les prisonniers travaillèrent des plus durs. Ils ont cessé de se plaindre, ils sont devenus presque mécaniquement concentrés sur leurs tâches, comme si la répétition physique leur apportait un soulagement face aux tourments intérieurs. Des décennies plus tard, un agriculteur du Nebraska se souvenait des prisonniers de guerre allemands qui avaient travaillé sur ces terres à la fin de 1945. Ils parlaient à peine, ils travaillaient du lever au coucher du soleil sans pause, à moins que je ne les oblige à s'arrêter et à manger. Je pensais qu'ils essayaient peut-être de se faire bien voir, de prouver qu'ils étaient de bons travailleurs. Mais l'un d'eux, un jeune homme d'environ 25 ans, m'a finalement dit par l'intermédiaire d'un traducteur « Quand je travaille, je n'ai pas à penser ». Cette phrase m'était restée en tête. Ces garçons avaient vu quelque chose qui les avait brisés. Les censeurs du camp ont commencé à garder certaines lettres confisquées, non pour leur valeur de renseignement, mais comme documentation historique. Des milliers de ces lettres sont restées dans les archives nationales pendant des décennies avant que des chercheurs ne les examinent de manière systématique. Les schémas révélés sont troublants. Beaucoup de lettres font référence à la honte, pas une honte générale, mais une honte personnelle et spécifique, à propos d'avoir servi, d'avoir cru, d'avoir participé, même indirectement, à un système qui a produit une telle horreur. Une lettre, écrite en septembre 1945 par un prisonnier dont le nom reste caviardé, contient ce passage. J'étais officier de la logistique, j'organisais les horaires des trains, je coordonnais les livraisons de fournitures. Je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais vu de camp, mais j'ai fait fonctionner le système.
J'ai maintenu la machine en marche. Combien de ces trains que j'ai programmés transportaient des gens vers leur mort? Combien de livraisons ai-je organisées? J'ai nourri les gardes sur place. Je croyais servir mon pays. Maintenant, je sais que je servais autre chose, quelque chose que je ne peux pas nommer, parce que le nommer, c'est admettre ce que je suis. Cette lettre n'a jamais été remise. Les psychologues du camp l'ont signalée comme indiquant une dépression sévère et un risque possible de suicide. Le prisonnier a été placé sous surveillance. Les dossiers indiquent qu'il a survécu à la captivité et a été rapatrié en Allemagne au début de 1946. Ce qui lui est arrivé par la suite est inconnu. Les lettres d'archives révèlent un autre schéma qui trouble les historiens, des références à la connaissance. De nombreux prisonniers écrivent avoir entendu des rumeurs pendant la guerre, des chuchotements dans les baraquements, des conversations qui s'arrêtaient lorsque les officiers approchaient. Ils disent avoir vu des choses dans ce qu'ils n'ont pas remis en question alors. Des trains passant par des gares remplies de civils entassés dans des wagons à bestiaux, de la fumée s'élevant des installations près de certains camps. Des ordres incompréhensibles sans connaître leur véritable but. Une lettre décrit un moment en 1943 où un soldat de la Wehrmacht en permission est retourné dans son unité et a mentionné avoir vu des camps de travail en Pologne. Il a décrit des prisonniers émaciés, des conditions brutales, des gardes tirant sur des gens pour de simples infractions, se souvient l'auteur de la lettre, rejetant cela comme une exagération. Nous nous sommes dit qu'il était traumatisé par le combat, qu'il voyait les choses pires qu'elles ne l'étaient. Nous voulions croire que notre pays valait mieux que ça. Maintenant, je comprends que nous ne voulions pas savoir. Savoir nous aurait obligés à agir, et agir nous aurait tout coûté. Nous avons donc choisi l'ignorance et la complicité du silence. Ce thème de l'ignorance choisi apparaît à plusieurs reprises dans les lettres confisquées. Cela complique le récit selon lequel les soldats allemands ordinaires ne savaient rien de l'Holocauste. Les lettres évoquent quelque chose de plus inquiétant. Beaucoup savaient suffisamment de choses pour soupçonner quelque chose de terrible, mais ont choisi de ne pas approfondir parce qu'une enquête les obligerait à faire des choix impossibles. En octobre 1945, les responsables américains chargés des programmes de rééducation se sont rendus compte qu'ils avaient créé un problème inattendu. Ils avaient réussi à briser l'idéologie nazie chez des milliers de prisonniers. Ils avaient montré à ces hommes des preuves indéniables de ce dont ils avaient fait partie. Mais ce faisant, ils avaient aussi créé une population d'individus psychologiquement traumatisés qui allaient bientôt retourner dans un pays dévasté, ayant besoin de citoyens forts et fonctionnels. Pour le reconstruire, la solution était davantage d'éducation, non seulement des cours sur la démocratie, mais aussi des formations pratiques en agriculture, en construction, en mécanique, en gestion d'entreprise. L'idée était de donner à ces hommes quelque chose sur quoi se concentrer, quelque chose de productif pour occuper leur esprit, quelque chose vers quoi construire. S'ils ne pouvaient pas se réconcilier avec leur passé, peut-être pourraient-ils au moins construire un avenir différent. Le camp Concordia a élargi son programme pour inclure une formation professionnelle. Les prisonniers ont appris la menuiserie, la métallurgie, l'électricité, le câblage, la plomberie. Ils ont fabriqué des meubles et réparé du matériel. Ils ont créé des œuvres d'art et organisé des représentations théâtrales. Le camp est devenu moins une prison et ressemblait davantage à un étrange hybride de bases militaires, d'universités et d'écoles professionnelles. D'autres camps ont suivi des schémas similaires. Au début de 1946, alors que le rapatriement commençait sérieusement, les responsables américains avaient fait passer plus de 400 000 prisonniers de guerre allemands par une forme de programme de rééducation. L'armée considérait cela comme l'une des opérations psychologiques les plus réussites de l'histoire. Ils avaient pris des soldats ennemis et, grâce à une combinaison de traitements humains, d'opportunités éducatives et de confrontations forcées avec la vérité, en avaient transformé beaucoup en citoyens démocratiques potentiels. Mais ce succès a eu un prix, mesuré en esprits brisés et identité détruite. Les prisonniers qui sont montés à bord des navires pour retourner en Allemagne en 1946 n'étaient plus les mêmes hommes que ceux qui s'étaient rendus en 1945.
Ils avaient en trop vu, ils savaient dans trop de choses, ils portaient un savoir qui les entrait pour le reste de leur vie, et certains d'entre eux ne pouvaient soit tout simplement pas supporter de rentrer chez eux. Lorsque les calendriers de rapatriement ont été publiés, les responsables militaires ont remarqué quelque chose d'étrange. Les prisonniers retardaient leur départ, trouvaient des excuses pour le reporter, remplissaient mal les documents afin qu'ils doivent être refaits. Ils signalaient des problèmes médicaux nécessitant un traitement avant le voyage, demandaient à terminer leur cours avant de partir. Certains montraient leur réticence, d'autres étaient plus discrets, mais tous voulaient aller gagner du temps. Les commandants américains étaient confrontés à une question morale. Que faire des prisonniers qui ne veulent pas être libérés? Des hommes qui préféraient rester captifs en Amérique plutôt que de retourner libres en Allemagne? La Convention de Genève était claire. Les prisonniers doivent être rapatriés lorsque les hostilités cessent, mais elle ne disait rien sur les prisonniers qui refusaient le rapatriement. Les dossiers contenaient des dizaines de cas de prisonniers demandant l'autorisation de rester en Amérique. La majorité a été refusée, la guerre était finie. Les Alliés avaient convenu de renvoyer tous les prisonniers de guerre dans leur pays d'origine. Les exceptions étaient rares et nécessitaient des circonstances extraordinaires, mais certains prisonniers ont trouvé des moyens de contourner les règles. Ils ont épousé des femmes américaines, ils ont obtenu des offres d'emploi de la part d'agriculteurs ou de chefs d'entreprise prêts à parrainer leur immigration. Ils se sont convertis à des religions persécutées dans les zones d'Allemagne occupées par les soviétiques, créant ainsi des demandes d'asile légitimes. Les estimations varient, mais les chercheurs pensent que des milliers de prisonniers de guerre allemands ont finalement immigré légalement en Amérique, dans les années qui ont suivi la guerre. Certains sont d'abord retournés en Allemagne, puis sont revenus aux États-Unis par les voies normales de l'immigration. D'autres ne sont jamais partis, profitant de failles ou disparaissant dans la société américaine sous de fausses identités. Les salles de projection avaient rempli leur mission, montrer aux prisonniers allemands ce pourquoi ils avaient combattu, ce que leur idéologie et leur silence avaient engendré. Ces écrans sont devenus des prisons intérieures, plus efficaces que toute clôture ou tour de garde. On peut s'évader d'une prison physique, mais on ne peut pas échapper à ce que l'on sait, on ne peut pas désapprendre ce que l'on a vu. Et pour des milliers de prisonniers de guerre allemands, ce qu'ils avaient vu signifiait qu'il n'était plus possible de rentrer chez eux. Non pas parce que l'Amérique ne les laissait pas partir, mais parce qu'ils ne pouvaient pas affronter ce qui les attendait, un pays détruit, une société brisée, et le regard de gens qui poseraient des questions auxquelles ils ne pourraient pas répondre. La question suivante était plus simple, mais d'une certaine manière plus troublante. Si ces hommes ne pouvaient pas rentrer chez eux, où iraient-ils et qui deviendraient-ils? Tous les prisonniers de guerre allemands n'ont pas accepté la rééducation sans protester. Au cours des premiers mois de captivité, les autorités américaines ont découvert quelque chose de troublant. Les véritables partisans nazis imposaient la discipline du parti à l'intérieur des camps par l'intimidation, la violence et le meurtre. Le camp Concordia a connu cela. À la fin de 1943, une série de morts mystérieuses s'est produite, initialement classées comme des suicides. Des prisonniers retrouvés pendus dans les baraquements, d'autres découverts avec les poignets tranchés. Le commandant du camp est devenu soupçonneux lorsqu'il a remarqué que les décès suivaient un schéma. Les victimes avaient toutes exprimé des sentiments anti-nazis ou coopéré trop volontiers avec les autorités américaines. Les autopsies ont révélé des signes de lutte. Il ne s'agissait pas de suicide, mais d'exécution. Le meurtre de Johannes Kunza au camp de Tonkawa, dans l'Oklahoma, a mis le problème en lumière. Kunz a été battu à mort par d'autres prisonniers après avoir été accusé d'avoir fourni des informations aux responsables du camp. 5 prisonniers de guerre allemands ont ensuite été jugés, condamnés et exécutés. Par pendaison pour son meurtre, l'affaire a révélé une réalité cachée. À l'intérieur de nombreux camps, les nazis les plus endurcis maintenaient tôt le contrôle par la terreur, punissant quiconque s'écartait de l'idéologie du parti ou montrait des signes d'acceptation de l'influence américaine. La réponse militaire américaine a été de créer des camps de ségrégation. Des installations comme le camp Alva en Oklahoma et certains quartiers du fort Leavenworth ont été désignés. Pour les prisonniers nazis les plus fanatiques, l'idée était simple,
séparer les vrais croyants du reste de la population, afin de les empêcher d'intimider ou de tuer les prisonniers ouverts à la rééducation. Le processus de ségrégation a révélé quelque chose d'inattendu. Les responsables du camp ont interrogé les prisonniers pour déterminer leur fiabilité politique. Ils s'attendaient à identifier et à transférer des centaines de nazis endurcis de chaque grand camp. Au lieu de cela, ils ont découvert quelque chose de plus complexe. De nombreux prisonniers qui avaient agi comme agents d'exécution nazis, qui avaient dirigé des activités du parti et puni la dissidence, ont renié leur idéologie presque immédiatement lorsqu'ils ont été isolés et interrogés séparément. Les rapports des services de renseignement du début de 1944 décrivent ce phénomène avec un détachement clinique. Les officiers ont noté que les prisonniers qui semblaient être des nazis dévoués perdaient souvent complètement leur rôle lorsqu'ils étaient retirés des groupes, sans que les autres prisonniers les voient, ni la pression de maintenir une pureté idéologique. Ces hommes ont admis qu'ils n'avaient jamais vraiment cru. Ils avaient appliqué la discipline du parti par peur, par habitude, à cause de la hiérarchie militaire. Ils ont compris que, si on enlève le public, la représentation s'arrête. Cela a créé un problème de classification. Qui était un vrai nazi, qui ne faisait qu'obéir aux ordres, qui faisait semblant pour survivre? Les responsables américains ont mis en place des procédures de sélection élaborées pour répondre à ces questions, mais le processus était imparfait. Des idéologues ont échappé au contrôle, tandis que des prisonniers coopératifs ont été envoyés par erreur dans des camps de ségrégation. Tout le système fonctionnait sur la base d'hypothèses concernant le comportement humain. Cela s'est avéré plus complexe que prévu. À la mi-1945, un autre schéma est apparu, ce qui a inquiété le renseignement militaire. Des déserteurs allemands qui se sont rendus aux forces alliées dans les derniers mois de la guerre ont fourni des renseignements qui semblaient trop détaillés pour leur grade et leur position apparent. Des soldats de bas rang qui connaissaient des détails sur les opérations de la SS, des mécaniciens qui comprenaient la planification stratégique, des opérateurs radio capables de décrire des centres de recherche dont ils n'auraient jamais dû entendre parler. Les rapports de l'Office of Strategic Services de 1944 et 1945 évoquent à cela comme le problème des défections. Les officiers du renseignement soupçonnaient que certains soldats allemands avaient été délibérément briefés avant de se rendre, en gros programmés pour fournir des informations spécifiques aux Alliés. La motivation restait floue. Essayait-il d'influencer les récits d'après-guerre, de protéger certaines opérations en révélant d'autres, ou de détourner l'attention des Alliés? Les rapports font état des soupçons, mais n'arrivent à aucune conclusion définitive. Un cas se distingue. Un soldat de la Wehrmacht capturé en Belgique en décembre 1944 a fourni des informations détaillées sur les installations de fusées V2, y compris les emplacements, le personnel et les capacités de production. Son interrogatoire a rempli 40 pages. Les officiers du renseignement étaient impressionnés jusqu'à ce que quelqu'un vérifie son dossier de service. Il avait été chauffeur de camion affecté à des tâches dans un dépôt de ravitaillement. Il n'aurait pas dû connaître quoi que ce soit de ce qu'il a décrit. Lorsqu'on l'a confronté, il a affirmé avoir surpris des conversations, recueilli des détails provenant de différentes sources. Avec le temps, ces informations se sont avérées exactes, rendant la situation plus confuse plutôt que claire. Le soldat a été envoyé dans un camp de prisonniers de guerre au Mississippi. Son dossier a été signalé pour une enquête approfondie. Mais la guerre s'est terminée avant qu'un suivi ne soit effectué. Des décennies plus tard, des chercheurs examinant des dossiers déclassifiés ont trouvé une note de 1946, sujet rapatrié dans la zone britannique, localisation actuelle inconnue. Affaire classée faute de priorité d'enquête. Multipliez ce cas par des dizaines ou des centaines, et vous obtenez une énigme de renseignement majeure. Combien de prisonniers allemands en savaient de plus qu'ils n'auraient dû? Combien étaient des sources infiltrées? Combien n'étaient pas de véritables défecteurs qui, par hasard, avaient un meilleur accès à l'information que leur grade ne le laissait supposer? Les archives contiennent des questions sans réponse claire. Les camps de prisonniers de guerre accueillaient également des hommes qui échappaient au système de classification habituel.
Les responsables des camps faisaient parfois référence à des détenus spéciaux dans des notes internes. Des prisonniers qui étaient traités différemment, gardés à l'écart de la population générale et non inscrits sur les listes habituelles des camps. La documentation est rare et fortement censurée dans les dossiers restants. Ce qui existe laisse entendre qu'il s'agissait d'individus considérés comme trop précieux ou trop dangereux pour les procédures habituelles des camps. Un mémo de Fort Meade, dans le Maryland, daté de mars 1945, mentionne 14 prisonniers de catégorie spéciale nécessitant un logement séparé et des contacts restreints. Le mémo ne fournit aucun nom, aucun détail sur qui étaient ces prisonniers, ni pourquoi ils nécessitaient un traitement spécial. Un mémo de suivi de juin 1945 indique que les prisonniers de catégorie spéciale ont été transférés vers un lieu non divulgué, conformément à une directive du département de la guerre. Aucune autre documentation n'existe dans les archives accessibles. Les chercheurs ont spéculé sur ces détenus spéciaux pendant des décennies. Étaient-ils des officiers de haut rang possédant des connaissances sensibles, des scientifiques spécialisés dans les armes avancées, des agents de renseignement ayant accepté de coopérer, des criminels de guerre détenus en vue d'une éventuelle poursuite? L'absence de documentation rend impossible de le savoir. Ce qui est certain, c'est que certains prisonniers allemands sont passés par la garde américaine sans laisser de traces écrites. Le processus normal de traitement des prisonniers de guerre, qui aboutissait à leur rapatriement, s'est officiellement terminé en 1946 avec les derniers grands groupes de prisonniers allemands embarquant sur des navires pour l'Europe en juillet. Les dossiers militaires indiquent donc que tous les camps ont été fermés en novembre 1946 et le récit officiel décrit un processus ordonné. Les prisonniers s'étaient traités, contrôlés pour crimes de guerre, embarqués sur des navires de transport et renvoyés en Allemagne occupée, où ils étaient libérés dans les zones soviétiques, britanniques, françaises ou américaines, selon leur région d'origine. Cependant, le récit officiel est incomplet. Les registres de transport et les manifestes de navires racontent une histoire plus complexe. Les ressortissants allemands ont continué à transiter par les canaux militaires jusqu'en 1947 et 1948, bien qu'ils n'étaient plus classés comme prisonniers de guerre. Certains étaient répertoriés comme personnes déplacées, d'autres comme travailleurs sous contrat, et quelques-uns simplement comme ressortissants allemands. En transit, les destinations variaient, l'Allemagne occupée, bien sûr, mais aussi diverses installations militaires à travers les États-Unis. Un chercheur examinant les registres de transport de la marine a découvert une anomalie. En février 1948, un manifeste signalait que 37 ressortissants allemands avaient été envoyés de Norfolk à Bremerhaven, avec la mention « traitement spécial selon la directive du département d'État ». Les individus n'avaient pas de numéro de prisonnier, seulement identifiés par leurs initiales. Le manifeste indiquait qu'ils étaient accompagnés par des escortes militaires, mais ne donnait aucune explication sur la raison pour laquelle des civils allemands auraient un besoin d'un transport militaire 2 ans et demi après la fin de la guerre. Lorsque la chercheuse a demandé les dossiers du département d'État liés à la directive mentionnée dans le manifeste, on l'a informé qu'aucun dossier de ce type n'existait dans les archives accessibles. Soit ils avaient été détruits conformément aux politiques de conservation des documents, soit ils restaient classifiés pour des raisons non soumises aux demandes Freedom of Information Act. C'est là que la piste s'est arrêtée. La question de savoir qui est resté en Amérique après la fin du rapatriement officiel ne peut pas recevoir de réponse précise. Les données du recensement de 1950 montrent plus de 100 000 immigrants nés en Allemagne arrivés entre 1945 et 1950. Beaucoup sont venus par les voies d'immigration classiques, par le parrainage de parents ou d'employeurs américains ou par les procédures normales de visa. Mais ces chiffres incluent un nombre inconnu d'anciens prisonniers de guerre qui ne sont jamais repartis ou qui sont revenus peu de temps après leur rapatriement par des procédures d'immigration légitimes. La recherche généalogique a identifié des schémas intéressants. Certaines régions des États-Unis ont vu des groupes d'immigrants allemands avec des dates d'arrivée similaires, des parcours professionnels semblables et des origines comparables.
la Pennsylvanie rurale, certaines régions du Wisconsin, les zones agricoles de Californie. Ces hommes se sont intégrés, ont rapidement appris l'anglais, ont épousé des femmes locales, ont créé des entreprises ou travaillé dans des fermes. Leurs enfants ont grandi en tant qu'Américains, souvent sans savoir que leur père avait combattu contre les États-Unis. Un tel groupe est apparu dans une communauté agricole de l'Iowa. Entre 1946 et 1957 hommes allemands se sont installés dans un rayon de 32 km Sante. Tous étaient arrivés séparément, tous ont trouvé du travail dans des fermes, tous se sont mariés en moins de 5 ans. Les archives de la Société historique locale, consultées des décennies plus tard, ont révélé qu'au moins 12 de ces hommes avaient été prisonniers de guerre au camp d'Algona, à environ 100 km de l'endroit où ils se sont finalement installés. Ils avaient travaillé dans des fermes locales pendant leur captivité, noué des liens avec des familles achats d'agriculteurs et étaient revenus en tant que civils après la fin de la guerre. Le cas d'Algona représente la voix légalement documentée des prisonniers de guerre qui ont impressionné les employeurs locaux, qui ont noué de véritables liens, qui voulaient les rester et qui ont trouvé des parrains prêts à les aider à émigrer. Ces hommes ont respecté les règles, rempli les formulaires, suivi les voies officielles. Leurs histoires et dits sont traçables parce qu'ils ont laissé des documents. La question qui préoccupe les chercheurs est de savoir combien ont suivi l'autre voie, la voie non documentée, celle qu'a empruntée Georg Gürtner lorsqu'il s'est évadé du camp de Deming au Nouveau-Mexique le 21 septembre 1945. L'histoire de Gürtner est devenue célèbre parce qu'il a fini par se révéler. 40 ans à vivre sous le nom de Denis F. Wiles, à se construire une vie en Californie, à épouser une Américaine, à travailler comme moniteur de ski et vendeur. Le FBI l'a recherché jusqu'en 1963, puis a abandonné en 1985 sous la pression de sa femme, qui était fatiguée de son incapacité à voyager ou à parler de son passé. Il est apparu dans l'émission Today Show et s'est rendu à Bryant Gumbel en direct à la télévision. Le gouvernement était perplexe. Gürtner était entré dans le pays contre son gré en tant que prisonnier, il s'était évadé après la fin de la guerre. Donc techniquement, il ne s'évadait pas d'une détention légale. Il avait vécu paisiblement, payé ses impôts sous une fausse identité et n'avait commis aucun crime. De quoi pouvait-il l'accuser ? Finalement, ils ne l'ont accusé de rien. On lui a proposé la citoyenneté. Il est devenu américain en 2009 à l'âge de 88 ans et il est décédé 4 ans plus tard. Le cas de Gürtner soulève la question évidente. Combien d'autres ont fait le même choix sans jamais se révéler ? Le FBI l'a répertorié comme l'un des 7 prisonniers de guerre allemands non retrouvés au moment du rapatriement. Les 6 autres ont finalement été retrouvés ou déclarés morts. Goethe était le dernier évadé connu vivant en Amérique, le dernier évadé connu, mais pas nécessairement le dernier évadé ayant existé. Considérez les calculs. 7 personnes ne sont pas comptabilisées dans les registres officiels. Mais ces registres dépendaient de listes précises des camps, que nous savons parfois incomplètes. Ils dépendaient du fait que les prisonniers soient là où ils étaient censés être lors du comptage, ce qui, nous le savons, n'était pas toujours le cas. Ils dépendaient de l'absence d'erreurs administratives, d'aucune perte de documents, d'aucun prisonnier qui se serait simplement éloigné des corvées et n'aurait jamais été signalé comme disparu. La question principale porte non sur les évadés, mais sur ceux qui n'ont jamais eu à s'évader car ils n'ont jamais été enregistrés comme prisonniers de guerre. Les détenus spéciaux. Les hommes qui traversaient le système sans laisser de traces administratives habituelles. Si de tels individus existaient, s'ils avaient été intégrés à la société américaine à des fins stratégiques, cette intégration serait par définition non documentée. Il n'y a pas de preuve irréfutable, il n'y a pas de programme déclassifié indiquant Opération X, intégration de ressortissants allemands à des fins de renseignement. Ce qui existe, ce sont des lacunes, des anomalies, des références dans des documents qui ne mènent nulle part, des registres de transport qui soulèvent des questions et des schémas dans les données d'immigration qui suggèrent quelque chose de plus complexe que le récit officiel. Un de ces schémas concerne l'emploi.
Certaines entreprises de défense et sociétés aérospatiales ont embauché des ingénieurs et techniciens allemands à la fin des années 1940. Certains sont venus par l'opération Paperclip, le célèbre programme qui a permis à plus de 1600 scientifiques et ingénieurs allemands de travailler sur des projets militaires. L'opération Paperclip s'est bien documentée, controversée et connue du public. Cependant, les registres d'emploi de certaines entreprises révèlent que des ressortissants allemands occupaient n'importe des postes techniques sans figurer sur la liste de l'opération Paperclip. Lorsque des chercheurs ont tenté de retracer les dossiers d'immigration de ces personnes, ils se sont heurtés à des obstacles, dossiers manquants, accès restreint ou documents indiquant que la personne est entrée sous un nom différent de celui utilisé pour l'emploi. Cela pourrait être innocent. L'immigration pendant la période d'après-guerre était chaotique, les dossiers étaient incomplets, les gens utilisaient différents noms pour diverses raisons. Mais la concentration de ces lacunes dans des entreprises spécifiques, des domaines techniques particuliers et des périodes précises suggère au moins la possibilité de quelque chose de plus organisé. L'aspect le plus préoccupant de la recherche sur cette période est la quantité de documents qui ont été détruits. Les règlements militaires exigeaient pourtant que les dossiers des camps de prisonniers de guerre soient conservés pendant une certaine période, puis ils pouvaient être éliminés conformément au calendrier de conservation. Beaucoup de dossiers de camps de 1943 à 1946 ont été détruits dans les années 1970 et 1980. Ce qu'il reste, ce sont des fragments, quelques dossiers du personnel, quelques rapports de renseignement, quelques dossiers médicaux, de la correspondance éparse. Les historiens qui travaillent avec des archives incomplètes font face à un problème fondamental. Ils ne peuvent pas prouver qu'un événement n'a pas eu lieu simplement parce qu'il n'existe aucune documentation. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence, surtout lorsque cette absence fait suite à une destruction systématique de documents. Cela laisse les chercheurs dans la position inconfortable de devoir signaler des schémas, des anomalies et des questions sans réponse, tout en reconnaissant qu'ils ne peuvent rien prouver de façon définitive au-delà des archives officielles. Qu'est-ce qui est connu avec certitude ? Des milliers de prisonniers de guerre allemands qui sont passés par des camps américains ont choisi de rester ou de revenir aux États-Unis après la guerre. La plupart l'ont fait légalement, par le biais des procédures d'immigration, certains l'ont fait en s'évadant et en prenant de fausses identités. Un nombre inconnu l'a fait par des moyens qui n'ont laissé aucune trace claire dans la documentation. Ils sont tous devenus partie intégrante de la société américaine, emportant avec eux la connaissance de ce qu'ils avaient entêté, une partie de ce qu'ils avaient en vue, de ce qu'ils avaient en fait ou omis de faire. Le poids psychologique de cette connaissance constitue une forme particulière de prison. Vous pouvez changer de nom, de pays, de langue, d'identité tout entière, mais vous ne pouvez pas changer ce que vous savez sur vous-même. Vous ne pouvez pas échapper à votre propre mémoire. Et pour les hommes qui avaient servi le Troisième Reich, qui avaient en vue les images des camps de concentration, qui comprenaient ce que leur service avait permis, cette prison intérieure les suivait partout où ils vivaient. Certains se sont adaptés, ils ont construit de nouvelles vies, de nouvelles identités, de nouvelles familles. Ils sont devenus des citoyens productifs du pays qu'ils avaient autrefois combattu. Ils ont contribué aux communautés, élevé des enfants, vieillis, portant des secrets que personne autour d'eux ne soupçonnait. D'autres ont lutté contre la dépression, l'alcoolisme, des crises psychologiques, des suicides. Le coût humain de l'effondrement idéologique et de la reconstruction identitaire ne peut pas être mesuré par des statistiques ou comptabilisé dans des rapports. En 1950, l'histoire des prisonniers de guerre allemands en Amérique avait en grande partie disparu de la conscience publique. Les camps avaient disparu, les prisonniers étaient rentrés chez eux ou s'étaient intégrés à la société. L'Amérique était concentrée sur la guerre froide, le conflit coréen, l'expansion économique. La question de ce qu'il était advenu de plus de 400 000 soldats ennemis détenus sur le sol américain devint une note de bas de page historique, parfois évoquée dans des mémoires ou des histoires locales, mais rarement examinée en profondeur. Ce n'est que des décennies plus tard que les chercheurs ont commencé à reconstituer le tableau complet. Ce qu'ils ont découvert était plus complexe qu'une simple captivité suivie d'un rapatriement.
Ils ont découvert une opération psychologique qui a réussi à briser l'idéologie ennemie grâce à l'éducation et à la vérité. Ils ont trouvé des prisonniers qui ont choisi l'exil plutôt que leur patrie. Ils ont trouvé des lacunes dans les archives qui suggéraient des histoires plus complexes que les récits officiels. Admis. Ils ont trouvé des questions auxquelles il était impossible de répondre complètement, car la documentation nécessaire pour y répondre n'existait plus ou n'avait jamais été créée à l'origine. Les zones d'ombre restent des zones d'ombre. Certaines questions sur les prisonniers de guerre allemands en Amérique resteront sans réponse définitive. Mais ces questions elles-mêmes révèlent quelque chose d'important sur la façon dont la captivité, l'idéologie et l'identité s'entrecroisent d'une manière que la planification militaire ne peut pas entièrement anticiper ou contrôler. Vous pouvez capturer le corps d'un soldat. Changer son esprit est plus compliqué, et une fois que son esprit a changé, une fois qu'il a vu la vérité indéniable sur ce pourquoi il s'est battu, vous ne pouvez pas juste le renvoyer et espérer qu'il oublie. Certaines choses, une fois sues, ne s'ignorent plus. Certaines prisons n'ont pas de murs parce qu'elles existent entièrement dans l'esprit humain.